Europe 1. 8h15, on retrouve Patrick Cohen et son invité, ancien Premier ministre et député apparenté LREM, République En Marche, de l'Essonne. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Patrick Cohen. Face à vous Hélène Jouan, la chef du service politique d'Europe 1 qui a gardé des questions pour vous. Un peu plus de 100 000 adhérents du PS sont appelés à choisir le futur patron du parti. Pas vous, Manuel Valls, vous avez rendu votre carte. Vous avez quitté cette famille qui aujourd'hui vous attriste, vous indiffère ? Oh, ni l'un ni l'autre, je garde forcément un lien d'affection avec la famille politique qui a été la mienne pendant plus de 30 ans. Et je n'oublie pas ce qu'elle m'a apporté. C'est une grande partie de ma vie. J'ai de l'affection pour des militants qui sont des bénévoles, des intéressés, pour des élus qui font leur travail sur le terrain. Mais j'ai tourné la page. C'est vous qui vous êtes éloigné ou c'est le parti qui s'est éloigné de ce que vous avez été et de pourquoi vous avez combattu pendant des années ? Les deux, mais je pense que le Parti Socialiste, faute d'avoir répondu aux questions qui se posaient à la société française dans les années 2000, a été traversé, a subi de plein fouet toutes les contradictions dans l'exercice du pouvoir, ce qui explique en grande partie le résultat du quinquennat précédent. Et d'une manière plus générale, la gauche réformiste, la social-démocratie n'ont pas été capables de répondre à la fin du communisme, à la globalisation économique et la financiarisation de l'économie. Ils ont été jugés parfois complices d'ailleurs de ces dérives, ou au surgissement de la question identitaire sur un peu partout, avec un siècle qui s'est ouvert avec le 11 septembre 2001. Donc la social-démocratie est en fin de cycle. Les partis qui la représentent un peu partout en Europe sont en grande difficulté. Et en France, pour aussi des raisons particulières, le Parti Socialiste tel quel, il est mort. Alors bien sûr, il ne mourra pas du jour au lendemain. Il ne renaîtra pas, vous êtes sûr de cela, Manuel Valls ? On n'est jamais sûr de ça. Et puis, vous avez vu, encore le week-end dernier à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, il a encore de beaux restes. Hein. Oui, mais le Parti communiste, la SFIO, les radicaux de gauche ont eu, et parfois même ont encore ici ou là, de beaux restes. Mais je ne veux pas être péremptoire, et puis je n'y suis plus. Il est mort. Mais il est mort, et de toute façon, dans un monde, et notamment sur le continent européen, marqué par la confrontation, moi je crois que c'est le sujet majeur pour nos sociétés, entre la démocratie, qui est questionnée un peu partout, face au populisme, mais aussi face à des régimes autoritaires, comme la Russie ou la Turquie, qui sont nos voisins. Nous devons régénérer d'autres forces politiques, c'est ce qui est en train de se passer en France, mais c'est pour ça que je pense qu'en effet, le cycle historique du Parti Socialiste, et au-delà des personnes et des débats qui ont lieu, c'est fini. Et donc, entre les marcheurs de Macron et les insoumis de Mélenchon, il n'y a rien, il n'y a aucun espace. Il y a forcément un espace en termes d'idées. Sur les questions européennes, sur une certaine vision de la justice sociale, sur le rôle des partenaires sociaux, sur la question plus générale de la lutte contre les inégalités sociales ou territoriales. Cet espace, il existe, il va de l'intérieur du PS jusqu'à En Marche. Mais je crois qu'à ce stade, il n'y a pas d'espace partisan. Et puis vous savez, je crois que j'ai dit ici à ce même micro, nous vivons un petit miracle en France avec l'élection d'Emmanuel Macron, à contre-courant de tout ce qui se passe en Europe. Regardez la situation en Italie. Donc c'est pour ça que j'ai soutenu Emmanuel Macron pour le premier tour. C'est pour ça que je souhaite, mais comme patriote, la réussite de ce quinquennat. Pas pour Emmanuel Macron seulement, mais d'abord pour la France. Un dernier mot encore sur le PS. Ils sont 4 tout de même à vouloir s'occuper du cadavre, dont un ancien collègue à vous, Stéphane Le Foll. Le grand cadavre à la renverse avait écrit très justement, de manière prémonitoire, Bernard-Henri Lévy. À un moment, vous étiez, vous, l'une des figures du Parti Socialiste. Oui, mais j'avais été menacé d'exclusion à l'époque par Martine Aubry. Pour avoir voulu changer le nom. Souvenir, ne parlons pas du passé. Pour avoir déjà voulu changer de nom et même la forme de parti. J'avais eu peut-être raison un peu trop tôt. 4 candidats pour prendre la tête de ce parti. Un ancien collègue, Stéphane Le Foll, un ancien proche, Luc Carvounas. Vous n'avez pas d'affinité, de préférence Non. En plus, alors là, franchement, je ne vais pas multiplier les inconvénients. Je n'y suis plus, je ne suis plus dans un parti. Je leur souhaite bonne chance, mais enfin, ça n'est plus mon histoire. Pour revenir à la politique gouvernementale que vous avez abordée, est-ce que le PS au pouvoir aurait pu, à ce point, comme semble l'avoir fait le gouvernement d'Édouard Philippe et Emmanuel Macron, négliger la question du pouvoir d'achat et notamment celui des retraités ? La question du pouvoir d'achat des retraités, elle est présente depuis plusieurs années, puisque nous avons fait le choix, sauf pour les petites retraites,
pour les retraités les plus modestes, de ne pas revaloriser les retraites. Dans un moment, j'étais Premier ministre, où il y avait 0% de croissance et où la question des déficits publics et sociaux, c'est encore le cas aujourd'hui, même si les choses s'améliorent grâce à la croissance économique, était une question centrale. Donc, pas de revalorisation, c'est autre chose que des pertes nettes que constatent les retraités aujourd'hui, avec la hausse de la CSG. Il y a un choix qui a été fait par le président de la République et il faut l'assumer, c'est en effet de mettre contribution une partie des retraités par la hausse de la CSG, avec évidemment pour l'économie française, pour les salariés, la baisse, et pour les Français, la baisse des cotisations sociales là qui s'est appliquée, et à partir de la rentrée, la suppression en Donc, 3 ans. Rien à dire là-dessus de votre point de vue, Manuel. Non, mais je peux comprendre l'inquiétude, ou voire même la colère des retraités. Il n'y a pas de privilégiés parmi ceux qui payent. Il y a peu de privilégiés en général dans notre pays, ou plutôt il y a des privilégiés qui en général, eux, font pas beaucoup d'efforts. Souvent les élites de ce pays, les plus riches, les hauts fonctionnaires, aiment beaucoup faire payer tous les autres et les considérer retraités, cheminots comme des privilégiés. Mais chacun participe à la contribution, chacun participe à l'effort national, et reconnaissons qu'en plus le président de la République n'a pris personne par surprise, c'était un de ses engagements. Moi ce que je souhaite tout simplement, mais il faut le faire avec méthode, c'est que grâce à la croissance retrouvée, aux rentrées fiscales qui améliorent la situation, même si nous gardons un déficit... Vous êtes pourpuisé dans la cagnotte Non, je pense que c'est un mauvais terme, j'en garde d'ailleurs de mauvais souvenirs. Il y a une vingtaine d'années, quand Lionel Jospin était Premier ministre, mais là encore c'est très loin. Et que Jacques Chirac avait inventé le concept. Oui, quand on a un tel niveau de déficit, et je crois que Bruno Le Maire a eu raison de le rappeler, il n'y a pas de cagnotte. Mais il est normal que dans une période où on dit ça va mieux, sur le plan de la croissance, des rentrées fiscales, ou même le déficit de la sécurité sociale peut demain totalement être effacé, où on crée surtout de l'emploi, il y ait une attente, alors que les Français ont fait beaucoup de sacrifices, se sont serrés la ceinture au cours de ces... Une attente et donc un geste ? Je pense qu'il ne faut pas faire c'est pas une question de geste, mais il y a en revanche, puisque c'est dans l'actualité, la question qui est très présente dans nos sociétés pour les familles au quotidien, de la grande dépendance, de la situation dans les EHPAD, et là on voit bien qu'il faut changer et de modèle et de financement. La réforme de la SNCF, est-ce qu'elle vous semble bien engagée et est-ce qu'elle ne porte pas un risque pour le maintien du service public ferroviaire sur l'ensemble du territoire ? Il faut une réforme de la SNCF. Moi j'en avais fait une là, quand j'étais Premier ministre en 2014 et en 2015. Qui n'a pas été appliqué. Et ça a été un des problèmes, insuffisamment appliqué, et qui avait déjà donné lieu... prévoyait des dérogations au statut des cheminots, et ça n'a pas été appliqué. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les Français attendent des réformes fortes et puissantes. C'est aussi l'engagement du président de la République. Il faut préparer la SNCF à l'ouverture à la concurrence à partir de 2020. Et il faut changer en profondeur le management, l'organisation de la SNCF. Pourquoi ? Pour que ça soit plus efficace pour le transport public et pour les usagers. Et enfin, il faut en effet, moi j'y vois pas d'inconvénient, en condition qu'il y ait un débat, une négociation, faire évoluer le statut des cheminots. Il faut le faire avec méthode, je crois que c'est l'engagement du gouvernement, il faut le faire dans le plus grand respect de ce que sont les cheminots. Je le répète, je vous l'ai dit il y a un instant, ce ne sont pas des privilégiés. À ces conditions, je pense qu'on peut dialoguer. Le pays n'a pas besoin de paralysie et de grève, et je suis sûr que la plupart des partenaires sociaux, notamment les partenaires sociaux, les syndicats réformistes, y sont prêts. Une question d'Hélène Jouan. Vous l'avez dit, Manuel Valls, l'économie française va mieux. 7 ans qu'elle n'avait pas créé autant d'emplois. La France vient même de sortir de la catégorie des pays européens en situation de déséquilibre macroéconomique excessif. Et il n'y a personne à l'Élysée, au gouvernement, pour dire merci François Hollande, merci Manuel Valls. Est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression d'avoir affaire à des ingrats ? Oh, vous savez, si on fait de la politique et on cherche la reconnaissance, il vaut mieux changer de métier et tout ça, est-ce que c'est vous qui l'avez fait ? Du coup, je le rappelle, je l'ai rappelé hier dans les Échos, encore ce matin dans une interview dans le journal Le Point, et bien sûr à votre micro. Bon, il y a une situation, il y a une croissance mondiale, une situation
européenne qui s'est améliorée grâce notamment à la politique de la Commission qui a été beaucoup moins rigide au cours de ces dernières années et puis surtout au doigté, à l'intelligence de Mario Draghi à la tête de la BCE avec un euro moins fort, avec des taux d'intérêt plus bas. Et puis oui, à partir de 2014, avec le pacte de croissance et le CICE, nous avons redonné les marges aux entreprises. Et grâce à ces marges, il y a des investissements et on retrouve, grâce à ce mouvement et puis aussi à la confiance qui est en train de provoquer Emmanuel Macron, on est en train de retrouver une situation qui est bien meilleure. C'est tant mieux pour la France, pour ceux qui retrouvent un emploi, en sachant qu'il faut poursuivre les réformes, parce que nous avons un chômage de longue durée, basé notamment, pas seulement, mais sur l'absence de formation et de qualification. C'est pour ça que la réforme de la formation et de l'apprentissage sont tout à fait essentielles. Et donc Emmanuel Macron est bien ingrat de ne pas le reconnaître. Il a été ministre de l'économie, il a été le secrétaire général adjoint de l'Élysée, je suis sûr qu'il s'en rappelle. Il s'en rappelle. Mais il ne le dit pas. Pour la réforme des institutions... Il me laisse ce rôle, et je suis très content de rappeler. Mais au fond, les Français, je souris. Peu importe pour les Français. Puis le débat sur c'est moi qui avais raison, j'étais le plus fort avant, tout ça au fond n'a pas beaucoup d'intérêt pour nos compatriotes. Ce qui compte, c'est le mouvement en cours. Et ce mouvement en cours ne doit pas oublier les plus faibles, ceux qui ne se sentent pas concernés par la reprise ou par les mouvements du monde et de l'Europe et qui, dans les territoires urbains, ruraux, ceux qui ont des petits salaires, ceux qui sont au chômage depuis longtemps, ont le sentiment depuis longtemps d'être oubliés. Notre pays a besoin de dignité, de justice sociale. C'est pour ça qu'il faut défiscaliser les heures supplémentaires ou changer en profondeur les minima sociaux. Mais vous m'inviterez un autre jour, j'imagine, pour parler de ces questions. Mais oui, avec plaisir. Un mot encore sur la réforme des institutions. Est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Macron doit aller au peuple, comme on dit ? Est-ce qu'il doit prendre le risque du référendum ? Pas surtout sur la réforme de la Constitution. Je ne vais pas faire un cours ici de droit constitutionnel. Il faut d'abord un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour le Conseil supérieur de la magistrature, pour changer notamment la composition du Conseil constitutionnel pour que les anciens présidents de la République n'y siègent pas. Sur ce qui me paraît le plus important, la baisse du nombre de députés et de sénateurs, le non-cumul dans la durée ou l'amélioration du fonctionnement des assemblées, il faut trouver un accord avec le Sénat. C'est un engagement du président de la République. S'il n'y a pas d'accord possible, alors oui, on peut parfaitement en appeler au peuple. Moi, je suis convaincu que d'abord, il faut chercher l'accord entre le Sénat et l'Assemblée. C'est ainsi que notre démocratie marche. D'une manière générale, et j'y insiste, il faut respecter l'ensemble des acteurs, ce qu'on appelle improprement les corps intermédiaires. C'est vrai pour le Parlement, qui doit être revalorisé. C'est vrai pour les élus. C'est vrai pour les partenaires sociaux. Merci Manuel Valls d'être venu ce matin au micro d'Europe 1.